Ah, le SOGED, le schéma d'organisation et de gestion des déchets. Rien que le nom. Pour beaucoup d'entreprises du BTP, ces 4 lettres, c'est un peu le synonyme du casse-tête administratif, surtout dans les appels d'offres publics. Mais, et si on se disait que ce document, c'était en fait bien plus qu'une simple corvée? Franchement, la rédaction d'un SOGD, c'est souvent vu comme une perte de temps, non? Le document de plus à remplir, celui qu'on fait un peu à la va-vite et qui finit au fond d'un dossier. Cette frustration, beaucoup d'entreprises la partagent. Le problème, c'est que négliger ce document, eh bien les conséquences sont bien réelles. Un SOGD bâclé, ça peut coûter très très cher, des points en moins sur la note finale, ou pire, une offre jugée irrégulière. Et là, c'est l'élimination directe. Les enjeux sont donc bien plus élevés qu'on ne le pense. Ok, alors plongeons dans le sujet. Première section, le casse-tête du BTP. Pour bien comprendre de quoi on parle, on va commencer par la base. C'est quoi exactement ce fameux SOGD? Et surtout, on va clarifier une confusion qu'on entend tout le temps. Le SOGD, pour faire simple, c'est le plan de match. C'est là qu'on va tout expliquer à l'acheteur. En gros, on répond à toutes ces questions. Quel type de déchets vont être produits? En quelle quantité? Comment est-ce qu'on va les trier sur place? Où vont-ils aller après? Et comment va-t-on prouver que tout a été fait dans les règles? C'est une véritable feuille de route. Et là, attention, il y a une distinction super importante à faire. Ne pas confondre le SOGD et son cousin, le SOCED. C'est simple. Le SOGD, c'est la promesse qu'on fait avant le début du chantier. Le SOCED, lui, c'est la preuve qu'on a tenu parole pendant et après, avec tous les bordereaux, toutes les factures. L'un, c'est le plan, l'autre, c'est le bilan. Bon, mais alors, pourquoi est-ce que cette promesse est devenue si cruciale pour les acheteurs publics? On va voir que ça va bien au-delà de la simple paperasse réglementaire. C'est devenu un véritable critère de sélection. Déjà, un SOGD bien ficelé, eh bien ça rapporte des points. Tout simplement, et des points précieux. Mais c'est plus que ça. C'est un message qu'on envoie à l'acheteur. On lui dit « Regardez, on est des pros, on est organisés, et les questions d'environnement, on les prend au sérieux. » Dans un appel d'offres serré, c'est ce genre de détail qui peut faire toute la différence. Et toute cette importance, elle ne sort pas d'un chapeau. C'est le résultat d'une réglementation qui est devenue de plus en plus stricte. On a eu la loi AGEC et son fameux tri-7 flux, puis le CCAG Travaux qui a mis la barre plus haut, et enfin l'obligation de traçabilité numérique. Bref, tout un arsenal réglementaire que le SOGD doit absolument refléter. Et au milieu de tout ça, il y a un chiffre à retenir, un chiffre clé, 70%. C'est le minimum syndical, si on veut. C'est l'objectif de valorisation des déchets que le CCAG Travaux impose par défaut. On ne peut pas faire moins. C'est la ligne de départ, la base pour tout le monde. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, passons au concret. Comment on fait pour rédiger un SOGD qui tient la route? Un SOGD qui va vraiment convaincre? En fait, tout repose sur 5 piliers fondamentaux. Voilà les 5 piliers. 1. On identifie les déchets. De quoi parle-t-on exactement? 2. On quantifie. Combien il va y en avoir? 3. Les filières. Où est-ce que ça va aller? 4. L'organisation du tri sur le chantier même. Et enfin 5. La traçabilité. Comment on va prouver qu'on a bien fait tout ce qu'on avait promis? Pour que ce soit un peu moins abstrait, prenons un cas concret. Imaginons un chantier de rénovation de façade sur une école. On va se concentrer sur le deuxième pilier, la quantification. Comment on fait pour estimer les quantités de manière crédible? Ce qui compte ici, c'est le niveau de détail. On ne dit pas juste des gravats, non. On parle d'appui de fenêtre en béton, de chute de mortier. C'est précis. Et pour les quantités, on ne sort pas des chiffres du chapeau. On se base sur des ratios du métier. Quand on présente ça comme ça montre tout de suite qu'on maîtrise son sujet. Allez, on avance. Pilier numéro 4, le tri sur site. Et là, attention, c'est souvent là-dessus que les acheteurs vont zoomer. Pourquoi? Parce que c'est bien de faire des promesses sur le papier, mais ils veulent voir si, concrètement, l'entreprise a les moyens de les tenir sur le terrain. Il ne faut donc pas se contenter de dire « on va trier ». Ça ne suffit plus. Ce qu'il faut, c'est le montrer, le visualiser. Par exemple, en intégrant directement au plan d'installation du chantier une zone de tri bien définie, comme ici, 50 mètres carrés, avec une signalétique claire. C'est visuel, c'est concret, c'est crédible. Et on peut aller encore plus loin dans le détail. On liste le matériel, une benne pour les inertes, étiquette grise, une pour le DIB, étiquette verte, un big bag, on met même un code couleur. Ça montre que tout a été pensé en amont, que le jour J, tout le monde saura quoi faire. C'est ce genre de professionnalisme qui rassure et qui marque des points. Bon, on a vu ce qu'il faut faire. Maintenant, parlons de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Les erreurs classiques qui peuvent plomber une offre, même si elle est bonne par ailleurs. Il y en a 3 principales, et elles sont faciles à éviter quand on les connaît. Erreur numéro 1, la plus classique et la pire de toutes, le copier-coller. Prendre le SOGD du chantier précédent et changer juste le nom du client. Les acheteurs ne sont pas dupes, ils le voient tout de suite. Et le message que ça envoie est terrible. Votre projet ne valait même pas la peine qu'on rédige un document sur mesure. Deuxième erreur, jouer petit bras sur les quantités. On peut être tenté de minimiser les volumes de déchets pour faire baisser les coûts sur le papier. Mauvais calcul.
Un acheteur expérimenté connaît les ratios. Si les chiffres sont trop bas, il ne va pas se dire « chouette, c'est pas cher », il va se dire soit ils ne maîtrisent pas leur sujet, soit ils essayent de cacher quelque chose. Et enfin, troisième erreur, rester dans le flou. Écrire des phrases comme « les déchets seront envoyés dans un centre agréé », ça ne veut rien dire et ça n'engage à rien. Ce que l'acheteur veut lire, c'est « les déchets iront chez le prestataire X situé à Y kilomètres qui fera tel traitement ». Ça, c'est du concret. Ça prouve que le réseau de partenaires est déjà là. Voilà, on a vu les bases, les exemples, les erreurs à éviter. Maintenant, la question finale. Comment on passe à l'étape supérieure? Comment on transforme cette corvée en un véritable avantage concurrentiel? L'idée, c'est de changer complètement de perspective. Regardez ce graphique, c'est très parlant. Le minimum légal, on l'a dit, c'est 70%. Ça, c'est la base pour tout le monde, le ticket d'entrée. Mais là où on commence à vraiment se démarquer, c'est quand on va viser plus haut. 80%, voire 90% et plus. Là, on n'est plus dans le peloton, on prend la tête de la course. Alors, comment on fait pour marquer ces points bonus? On peut, par exemple, s'engager sur des objectifs de valorisation bien au-delà du minimum. On peut privilégier des filières locales pour réduire le bilan carbone. On peut même viser un objectif zéro enfouissement. Ou encore proposer aux clients un petit tableau de bord mensuel pour qu'ils suivent tout ça. Ce sont ces petits plus qui font un SOGED exceptionnel. Au final, la question est donc simple. Est-ce que le SOGED est juste une formalité administrative, une case de plus à cocher, ou est-ce que c'est une occasion en or de montrer son savoir-faire, son professionnalisme et de prendre une longueur d'avance sur la concurrence? Le choix de cette approche peut vraiment tout changer.